Bonjour à tous, bonjour à nos participants, bonjour à nos invités. Donc aujourd'hui, on va démarrer notre sixième webinaire, le sixième webinaire de notre série, ce qui est le risque en partenariat avec l'AFR. Et donc aujourd'hui, nous avons nos invités prestigieux, Stéphane, Maya et Marie, de Bloomberg Square et de SH Consulting, avec lesquels on va pouvoir discuter pendant 1 heure de taxonomie. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez dans la deuxième partie de l'événement. Et donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est que on va faire un petit tour de table, Marie, Maya, Stéphane, pour savoir que vous puissiez vous présenter auprès de nos auditeurs. Juste en introduction, ce webinaire vous est offert par Scale Risk et l'AFR. Donc, Scale Risk, plateforme de gestion de données ESG. Et l'AFR, peut-être, Sarah, peut-être un mot, je ne vais pas me permettre de présenter ton association. Je te Oh, laisse le tu faire, tu le aurais feras pu, mieux que tu moi. aurais pu. Bien sûr, avec plaisir. Donc effectivement, l'association AFR, les acteurs de la finance responsable, donc une association dont d'ailleurs font partie la plupart, même tous nos invités en général, dont l'ambition est de fédérer une communauté d'experts de la finance sur les sujets de durabilité, les sujets ESG, afin de contribuer au développement de bonnes pratiques, diffuser, sensibiliser la communauté financière sur les sujets ESG. Ok. Donc on va pouvoir démarrer le tour de table. Maya, Marie, qui veut démarrer? Bloomberg Square, je vous laisse démarrer. Moi, je dis Marie d'abord. C'est gentil. Enchantée, je suis Marie Viguet, je suis manager au sein du groupe Square. Donc, c'est un groupe de conseil en management, en stratégie et management. Et j'interviens en particulier sur des missions de mise en conformité par rapport à la réglementation finance durable. Donc, je travaille activement sur l'ensemble des réglementations du plan d'action de l'Union européenne pour les clients de Square. Ok, merci beaucoup. Maya, ça va être à toi maintenant, du coup. Ok, du coup, moi, je m'appelle Maya Godmer. Je travaille pour Bloomberg Nef, qui est une des 2 plateformes de recherche de Bloomberg. Donc, nous, on est spécialisé dans la recherche. À la base, c'était sur la transition énergétique, mais maintenant, on se concentre sur, en général, la transition de notre économie vers une économie bas carbone. Et du coup, moi, je fais partie de l'équipe de recherche qui s'occupe de sustainability et moi en particulier de la finance durable. Donc, je couvre les sujets de dette durable, dérivés en finance durable et puis les régulations en règle générale qui impactent les acteurs financiers. Et puis, je fais partie du conseil de l'Advisory Council pour les obligations vertes et les obligations sociales auprès de l'ICMA. Et puis, plus récemment, j'ai rejoint la plateforme sur la finance durable pour l'Union européenne en tant que Sherpa. C'est un terme qui est un peu bizarre, mais je suis le Sherpa de notre membre émissaire. Donc, on travaille sur les domaines de usability, création de la taxonomie, des futures taxonomies et du plan d'action en règle générale au niveau européen. Ok, bah, beaucoup de choses, Maya. Et Stéphane, est-ce que tu peux te présenter aussi, s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Stéphane Is, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur de l'énergie, surtout je travaille à l'IFPEN chez Technip et plus dernièrement à l'AFD. Maintenant je suis consultant indépendant et j'aide mes clients à naviguer dans ce magma de la transition énergétique et d'arriver à trouver les bonnes opportunités. Voilà, et je suis membre de l'AFR. Ok. Ben, merci beaucoup à tous de participer à ce webinaire et de l'animer. Sarah, je vais te laisser la main pour les choses sérieuses maintenant. Avec plaisir. Merci beaucoup, Hugo. Et aussi, merci du coup, Marie, Maya et Stéphane, de vous joindre à nous aujourd'hui pour cet échange. On est ravis de vous accueillir. La préparation de ce webinaire a été tout à fait passionnante. On a passé, je pense, de très bons moments de discussion. Et sachez pour nos participants que voilà, le meilleur, finalement, c'est parfois la préparation parce qu'on a de longs débats sur tous ces sujets. On essaie d'approfondir au maximum pour vous retranscrire quelque chose de synthétique, de cohérent. Et j'espère que vous, du coup, vous apprécierez ce moment. Sans surprise, donc, on a choisi aujourd'hui le thème du jour qui est la taxonomie européenne, vaste programme. L'année 2021 est clairement celle de la réglementation extra-financière.
puisque l'Union européenne et la France ont travaillé à l'adoption d'énormément de normes, disclosure, NFDR, benchmark, taxonomie, ça n'arrête pas. Et effectivement, on n'avait encore pas pris le temps de discuter de ce thème-là. Et donc, ce sera notre sujet aujourd'hui. Donc, la taxonomie, finalement, si on fait très simple, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de classification qui doit permettre d'identifier les activités économiques qui sont considérées comme durables. Ça a été pendant très longtemps un débat d'experts. Ça fait plusieurs années qu'on discute justement de pouvoir savoir quelles activités sont durables ou pas et pourquoi. Et on est content du coup aujourd'hui de pouvoir vous présenter tout d'abord les résultats de ces travaux qui ont duré plusieurs années et de voir aussi comment cela va impacter l'économie, la façon dont les institutions financières travaillent. Est-ce qu'il y a encore des sujets un petit peu complexes sur lesquels on a encore des points d'interrogation? Oui, on en parlera aussi. Et effectivement, le défi, finalement, ça va être de voir comment, grâce à cette classification, grâce à cette taxo, on va pouvoir modifier la façon dont les institutions financières perçoivent les entreprises, leurs activités, la façon dont elles travaillent. Et ça aura bien sûr potentiellement un impact dans toute l'économie. Donc, vaste sujet. Je vais tout de suite laisser la main à Marie sans plus attendre pour attaquer parce que le programme d'aujourd'hui est dense. Donc, je vais pas perdre plus de temps. Et Marie, je vais te laisser démarrer pour nous dire un peu tout ce qui s'est passé, un petit peu une timeline des dernières années. Où est-ce que ça nous emmène? Qu'est-ce que ça veut dire une activité durable? Un petit peu de wording aussi pour pouvoir se repérer. Et ensuite, on enchaînera avec nos autres invités. Marie, à toi de jouer. Merci Sarah. Alors moi, je vais vous présenter en effet le cadre général avant de laisser la main aux deux experts. Donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la taxonomie? Le point clé, c'est que c'est un outil qui est à destination des investisseurs. Donc c'est un outil qui est à destination des investisseurs et l'objectif en fait, c'est de permettre l'orientation des flux financiers vers les activités vertes. Donc de permettre un pilotage au sein de l'Union européenne des flux financiers pour les activités vertes. Donc pour cela, comment ça fonctionne? Donc, la Commission européenne va définir ce que c'est qu'une activité verte et va mettre en place en fait un système de classification comme ce que vous a expliqué Sarah. Et la finalité, en fait, c'est une finalité de transparence et de reporting. Donc, c'est vraiment pouvoir identifier ce qui est vert ou pas via une obligation de transparence. Pour effectuer en fait ce système de classification, la Commission européenne a défini 6 objectifs environnementaux que vous voyez ici. Donc on reviendra plus tard sur ces objectifs. Donc c'est l'atténuation au changement climatique, l'adaptation, la transition vers une économie circulaire, la protection des écosystèmes et de la biodiversité, une prévention de la pollution et un usage durable des ressources marines et de l'eau. Donc ça, voilà, c'est le cadre un peu de la taxonomie. Et par rapport à ce cadre-là, donc il y a des obligations de transparence à destination des acteurs financiers et non financiers, des obligations de transparence sur les produits financiers et enfin des critères techniques de classification. Ce que vous voyez sur la partie droite, en fait, c'est tout le cadre et un peu la gouvernance liée à la taxonomie. Donc, c'est le TEG, donc les Technical Expert Group, qui conseille en fait la Commission européenne, qui a été à l'œuvre sur la définition des critères de la taxonomie depuis juillet 2018. Il y a eu 2 rapports structurants, donc en juin 2019 et mars 2020, des rapports et des phases de concertation qui ont été très dense avec beaucoup de parties prenantes. Et donc, à la suite de ces années de concertation, il y a eu en juin 2020 le premier texte publié par la Commission européenne sur la taxonomie. Donc, c'est vraiment le texte cadre qui donne l'ensemble des obligations pour tous les acteurs. Et donc, à la suite de ce texte, et l'enjeu à partir de juin 2020, ça a été de définir les actes délégués, donc l'ensemble des critères techniques qui vont permettre à l'ensemble des entreprises financières et non financières de pouvoir appliquer toutes ces toutes ces obligations liées à la taxonomie. Et donc, pareil, depuis 2020, depuis la publication du texte, donc juin 2020, encore des phases de consultation avec l'ensemble des parties prenantes.
Concernant les derniers updates réglementaires, il y a eu en avril 2021 des projets des projets d'actes délégués qui ont été publiés. Et donc, ces projets définitifs devraient être publiés normalement à l'été 2021. Donc, ça veut dire que l'ensemble des entreprises vont disposer de tous les critères pour appliquer la taxonomie. Et cette taxonomie rentrera en vigueur à partir de janvier 2022. Donc, pour les obligations de transparence sur les 2 premiers objectifs climatiques. Et ensuite 2023 pour les 4 autres objectifs environnementaux. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les développements à venir? On attend en fin d'année des critères techniques concernant les 4 objectifs environnementaux de la taxonomie. Sachant que pour les 2 premiers objectifs climatiques, donc atténuation et adaptation, les actes délégués normalement seront publiés fin juin. Donc voilà sur la timeline réglementaire. Super, merci beaucoup Marie. Est-ce que peut-être tu veux ajouter quelque chose sur la slide suivante ou on passe la main à Maya, comme tu le souhaites? Alors Maya, je vais te laisser la main pour les slides suivantes. Super. Et du coup, Maya, ça va être le moment pour toi de nous en dire un petit peu plus sur la façon dont toute cette timeline réglementaire va impacter les acteurs financiers de façon un petit peu plus opérationnelle, comment elle va s'intégrer finalement en pratique pour les institutions financières. Oui, bien sûr. Alors, oui, et je voulais revenir sur juste les deadlines. 2022, on aura peut-être il y a une consultation en cours, vive l'Europe, sur le potentiel délai de l'implémentation de la taxo, où on aurait finalement, à partir de 2022, un reporting sur l'éligibilité à la taxonomie, un pourcentage d'éligibilité et un pourcentage d'alignement seulement en 2023. Du coup, c'est une bonne transition sur notre prochaine slide, qui est qu'est-ce que signifie l'éligibilité et qu'est-ce que c'est comment c'est différent de l'alignement. Donc, en fait, il y a différentes étapes quand on regarde l'alignement avec la taxonomie. D'abord, en fait, on va prendre un exemple jusqu'à ce que Stéphane parle, qui va être l'exemple d'un cimentier. Donc, si je fais du ciment, je suis Lafarge, et puis je dois dire, en fait, quel est le pourcentage de mes revenus, de mes CAPEX et de mes OPEX qui sont alignés avec la taxonomie. Je vais avoir différentes étapes pour implémenter cette analyse et trouver ce chiffre, en fait. Et la première étape, ça va être de savoir, OK, est-ce que mon activité économique, elle est éligible à la taxonomie? Donc, c'est ce que Marie expliquait, c'est-à-dire que le TEG, et puis après, plus tard, la plateforme, et finalement, les actes délégués qui ont finalement été adoptés en début de ce mois-là, on fait un mapping de toutes les activités économiques qui sont censées, qui sous certaines conditions peuvent prétendre à être environnementalement durables, donc vertes. Donc ces activités-là, qui sont mappées par la taxonomie, on appelle être éligibles à la taxonomie. Donc certaines activités économiques, sous aucune condition, ne peuvent prétendre être vertes. On en discutera plus tard. Pour le moment, le gaz naturel est exclu, le nucléaire est exclu, l'oil est exclu. Donc ça, par exemple, c'est des activités économiques où la plateforme et les groupes d'experts ont estimé que sous aucune condition, on pouvait prétendre être vert. Donc, ils ne sont pas éligibles. Une fois que vous avez vu votre éligibilité, donc on est toujours sur notre cimenterie, le ciment est éligible. On regarde sous quelles conditions notre ciment peut considérer être vert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le technical screening. Donc, la première étape est de voir si je peux substantiellement contribuer à des objectifs environnementaux, comme l'a expliqué Marie au tout début, qui sont l'adaptation, l'atténuation, la protection des écosystèmes. Donc, pour le moment, la plateforme a revu les tests qui vous permettent de prouver que vous êtes substantiellement en train de contribuer soit à l'adaptation, soit à l'atténuation du réchauffement climatique. Donc, on va regarder, il y a des tests très techniques. OK, bon, alors pour un cimentier, c'est l'intensité carbone par tonne de ciment que vous produisez. C'est lié avec les benchmarks EU ETS, donc on est sur des benchmarks d'émissions carbone.
Et du coup, si on passe ce benchmark, on sait qu'on contribue substantiellement, par exemple, à l'atténuation du risque climatique, enfin du réchauffement climatique. Et puis après, donc on va avoir différents tests pour les différents objectifs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle substantial contribution, la contribution substantielle. Après, on passe à notre troisième niveau, là, sur l'arbre, et on va regarder, OK, bon, alors c'est super, je contribue substantiellement à l'atténuation du réchauffement climatique. Maintenant, ce que je dois prouver, c'est que je ne fais pas ça en ayant des impacts négatifs substantiels sur les autres risques, sur les autres objectifs environnementaux. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Ça veut dire qu'on ne regarde pas seulement à l'intensité carbone, on regarde vraiment, est-ce que je réduis mon intensité carbone, mais en plus, je ne vais pas complètement détruire les écosystèmes dans lesquels je me mets, que j'ai une politique de prévention de la pollution en place, enfin tout ce genre de choses. Et donc du coup, pour chaque activité économique, le TEG et la plateforme ont énoncé un certain nombre de critères que vous devez remplir pour prouver que vous n'affectez pas négativement un autre objectif environnemental. Donc ça, c'est la troisième étape. Et la dernière étape, qui est presque all good, enfin surtout si vous êtes une entreprise européenne, c'est vous devez être aligné avec les minimum social safeguards, qui sont les standards de l'Organisation internationale du travail, des droits humains, j'ai envie de dire de base, mais qui sont pas de base partout. Donc c'est la dernière étape, mais c'est presque cruising hein, comparé aux autres. Donc ça c'est vraiment tout. Enfin ça, une fois que vous avez passé ces 4 étapes, vous prouvez votre alignement. Et du coup, à partir de l'année prochaine, ce qu'on essayait d'expliquer avec Marie, c'est que à partir de 2022, a priori, d'après la dernière consultation, ne serait obligatoire que de donner votre pourcentage d'éligibilité de votre CAPEX, de vos OPEX et de vos revenus. Et l'alignement seulement à partir de 2023. Donc, juste pour vous montrer typiquement pour mon cimentier, si je regarde mon cimentier, à gauche, en fait, alors ça c'est une recommandation que je fais personnellement, mais qui était une recommandation du TEG à la base, c'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est que quand on est un acteur, et au plus je parle avec les entreprises qui ont fait leur reporting, au plus je suis convaincue de ça, c'est-à-dire que si je suis un acteur qui doit faire son reporting taxonomie, en gros, mon rôle, c'est de diviser mon activité par actif générateur de revenus. Donc ça, c'est un travail basique de contrôle de gestion. Une fois que je sais, en gros, ce que chacune de mes usines à ciment produit et le revenu qu'elle génère et le CAPEX et OPEX qu'elle génère, je passe mes différents tests pour savoir si mon usine à ciment A, B, C ou D passe les différents tests de la taxonomie. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer sur la gauche. Suivant où on passe les tests, après, on sait exactement le pourcentage de revenus, du coup, qui est aligné avec la taxonomie. Et puis, on sait aussi où on peut investir des fonds, notamment par l'émission d'obligations vertes, et qui après généreront des pourcentages de CAPEX et d'OPEX alignés avec la taxonomie. Je pourrais investir et décarboner mon activité en alignement avec la taxonomie européenne. Et ultimately, au final, avec les accords de Paris et les ambitions européennes. Donc maintenant, sur la question de Sarah, maintenant qu'on a expliqué ces différentes étapes, ce qui est important de comprendre, c'est qui est-ce que ça va impacter. Et du coup, la taxonomie européenne, comme l'a dit Sarah au tout début, c'est une classification. C'est rien de plus que, on rigolait de ça hier, quand on a tous commencé à vouloir acheter du déodorant bio, on allait au magasin, il y avait 40 000 labels, on ne savait pas lequel c'était, on prenait un peu celui qu'on croyait, mais on ne savait pas vraiment à quoi se référer. Et puis, on a créé un label vert européen, et puis maintenant, on sait qu'un déo bio, il faut qu'il respecte un certain nombre de normes. Et bien là, c'est pareil. Si mon cimentier, il me dit qu'il fait du ciment vert, je sais exactement, d'après la taxonomie européenne, quels sont les critères qu'il doit respecter pour faire du ciment vert. Donc, c'est une classification, une méthodologie, aussi bête que ça, mais ça a des impacts. Ça a des impacts parce que, notamment, au sein de la régulation, il va y avoir des impacts pour les gestionnaires d'actifs et les assureurs qui vont devoir reporter le pourcentage d'alignement de leur fonds ESG avec la taxonomie européenne. Donc, dès l'instant où ils vont avoir un fonds vert ou un fonds ESG, fonds durable, qui sont en pleine croissance en ce moment, ils vont devoir reporter, OK, quel est vraiment le pourcentage qui est aligné avec la taxonomie? On peut en parler plus tard, mais on va certainement avoir des surprises.
Et puis, pour les acteurs bancaires, il y a un nouvel indicateur en développement parce que ça n'a pas de sens de regarder les CAPEX, les OPEX et les revenus. Donc, on est en train de voir le Green Asset Ratio qui regarderait le pourcentage d'actifs du portefeuille de prêt qui est prêté à des activités vertes potentiellement, mais ça c'est en réflexion. Et puis en dernier, les entreprises qui devront reporter, toutes les entreprises. Alors pour le moment, c'est les entreprises qui sont dans le périmètre de NFRD, mais ça peut évoluer dans le futur, on va en reparler. Elles devront reporter leur pourcentage d'alignement de leurs dépenses d'investissement, leurs dépenses opérationnelles et leurs revenus qui seront liés à la taxonomie. Et puis, on va en reparler plus avec Stéphane, mais ça va avoir plein d'autres impacts parce que la régulation en elle-même, elle cite le fait qu'elle doit être la pierre angulaire de toutes les stratégies vertes au sein de l'Union européenne. Donc, par exemple, il me semble que vous en avez déjà parlé, SFDR, la régulation autour de disclosure, du coup, la taxonomie est vraiment pour moi un effet point in time, quoi. Je regarde maintenant à quel point je suis vert. SFDR et CSRD ou NFRD, ce sont vraiment des stratégies de risque. Ce sont des régulations de risque. C'est-à-dire, on regarde, OK, à quel point, donc pour SFDR, à quel point les risques environnementaux et sociaux vont impacter le rendement et la performance de mes fonds, mais aussi à quel point je vais impacter l'environnement et les facteurs sociaux par mes investissements. Mais au-delà de ça, il va y avoir aussi un alignement avec la taxonomie parce que plus les fonds sont censés être verts et plus ils vont devoir reporter en fonction de la taxonomie, même sous SFDR. Donc voilà, il y a des crosses entre les différentes réglementations, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la taxonomie, elle utilise les périmètres de SFDR et de NFRD ou CSRD pour définir son propre périmètre. C'est-à-dire que les asset managers qui sont dans le scope de la taxonomie sont ceux qui sont dans le scope de SFDR. Et pareil pour l'autre réglementation, qui est celle pour les entreprises, qu'on appelait avant NFRD, et juste pour le plaisir de tout le monde, l'Union européenne nous a pondu une nouvelle abréviation, CSRD, parce que c'était beaucoup plus simple comme ça. Enfin, c'est pour des questions, je pense, purement législatives, mais du coup, on aurait une nouvelle régulation qui regarderait justement aux risques environnementaux et sociaux qui sont portés par les entreprises et leurs impacts environnementaux et sociaux. Et du coup, la taxonomie va utiliser le périmètre de cette législation pour définir sa propre législation, pour définir le périmètre de sa propre législation. Donc, jusqu'à 2023-2024, jusqu'à temps que cette nouvelle législation soit en place, on utilisera le périmètre de NFRD, mais ça risque d'évoluer dans le futur. Et finalement, avant que je passe la main à Stéphane, et c'est une bonne transition, c'est que on peut envisager d'autres applications pour la taxonomie. C'est ça qui est très important de comprendre. NFRD, SFDR et CSRD, ce sont des choses, mais ce qui est très, très important, c'est aussi de voir comment on est en train de définir ce qui est une activité verte, ce qui est une activité qu'on veut financer au sein de l'Union européenne. Et du coup, qu'est-ce que ça va influencer? Déjà, le 6 juillet, va être publié le premier brouillon le premier brouillon. La première proposition sur le standard européen sur les obligations vertes, qui va complètement utiliser la taxonomie pour définir les projets et les activités pour lesquelles une obligation verte peut être émise dans l'Union européenne. On est en train de réfléchir à un écolabel européen pour les fonds verts. Donc, jusqu'à présent, ils doivent juste dire quel pourcentage est aligné avec la taxonomie. Mais on peut s'imaginer qu'un fonds vert, dans peut-être 3-5 ans, va devoir avoir un certain pourcentage d'alignement pour pouvoir prétendre être vert. Les indices climatiques de l'Union européenne. Et la partie la plus importante sur laquelle, avec Stéphane, on a beaucoup discuté, les politiques monétaires et les plans de relance, les aides d'État. Et ça, c'est très important. Je lisais encore ce matin l'EBA qui annonce qu'on va avoir des capital requirements qui vont dépendre en fonction du risque climatique, qui sont portés par les banques. Enfin, on voit déjà venir le truc. On peut attendre un quantitative easing vert. Enfin, Christine Lagarde a été très ouverte et a vraiment mis en place des choses sur ce sujet. Donc, on voit aussi une partie du plan de relance européen là, avec les émissions souveraines européennes qui seront complètement investies dans des
activité de la taxonomie. Donc, ça peut être des choses qu'on peut voir. Donc, voilà, c'est tout pour moi. C'était pas mal. Ça donne une petite idée. Et maintenant, je passe la main. Merci beaucoup, Maya. C'était passionnant, très clair, très détaillé. Et merci à toi aussi, Marie, parce qu'à vous deux, je pense qu'on a à la fois la vision très juridique, finalement, de tout ce qui s'est passé et de l'autre côté, quelque chose de bien plus technique finalement sur le comment. Et je pense qu'effectivement, le résumé, c'est de se dire, voilà, le mot-clé, c'est pierre angulaire, c'est-à-dire que grâce à la taxonomie, grâce à cette classification, toutes les autres réglementations vont pouvoir être influencées. Et maintenant, on parle tous la même langue. Et ça, c'est très, très, très utile. On en avait clairement besoin. Et du coup, la transition est effectivement parfaite puisque ça va nous permettre de laisser la main à Stéphane qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus avec cette fois-ci un regard, on le disait, le regard de l'ingénieur finalement, en tout cas sur la partie vraiment industrielle et technique pour nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'une activité alignée, quelles sont-elles, sur lesquelles on disait le nucléaire, le gaz, on a encore beaucoup de débats en cours, donc nous en dire aussi un petit peu plus là-dessus. Stéphane, à toi de jouer. Donc la taxonomie, vous avez compris, donc les entités concernées, c'est assez large, les États membres, les sociétés privées, les investisseurs, les entités financières, pas oublier les assureurs dans ce panel global. Et des secteurs concernés, il y en a à peu près 70 en ordre de grandeur. Donc l'agriculture et la forêt. Alors, il faut faire attention à l'agriculture et forêt, puisqu'il y a une partie de l'agriculture qui a été exclue, puisque traitée à travers la réforme de la PAC. Tout ce qui est manufacturing, l'électricité, l'eau, le secteur de l'eau, les transports. On va y revenir après sur les transports, sur les activités manquantes, les technologies de l'information et de la communication et les bâtiments. Dans les grands manques, on va dire ça comme ça, dans ce premier jet, puisqu'il ne faut aussi pas penser que la taxonomie, elle est fixée une fois pour toutes. Ça va être un environnement qui va être en mouvement perpétuel et qui va bouger, soit sur le fond, par exemple les sujets nucléaires et gaz, mais il y en aura d'autres, j'en suis sûr, qui vont sortir, qui vont rentrer, etc. Et aussi sur les critères. Les critères d'éligibilité vont bouger et vont probablement, dans un certain nombre de cas, vont être amenés à se durcir. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, du secteur automobile où, pendant un temps, donc, il y avait une sorte de triumvirat entre la Commission européenne, les constructeurs automobiles et les grands groupes pétroliers pour réduire les émissions de polluants des voitures. Et donc, les normes à la sortie du tunnel d'échappement ont été divisées par 2 tous les 4 ans pour arriver à ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire 0 émission et le véhicule électrique. Et donc, la taxonomie, je ne peux pas vous dire que tous les critères vont être réduits à 0 jusqu'au bout, mais il est évident qu'ils vont changer. Un des critères clés, par exemple, qui est souvent repris, c'est pour le secteur de la production électrique, les 100 grammes de CO2 par kilowattheure. On sait déjà que ce 100 grammes de CO2 par kilowattheure, il va probablement être révisé dès 2025. Donc, ne pas s'attendre à ce que ça reste comme ça en place. Alors, parmi les grands secteurs qui manquent, certaines activités d'efficacité énergétique dans le secteur industriel, le secteur minier, à mon avis, parce qu'en fait, en Europe, il n'y a pas énormément de mines, mais voilà, le secteur minier est quand même sorti, la pêche, la production du verre et du papier, l'aviation et le transport maritime, qui sont pour l'instant exclus. Si ensuite, donc pour reprendre un peu les 4 grandes étapes qui ont été décrites tout à l'heure par Maya, donc l'éligibilité, donc c'est l'Europe reprend les codes NAS, qui sont un grand bonheur, des grands chiffres partout. Et puis ensuite, donc vous avez des critères de technique. Alors, c'est assez amusant, enfin, c'est vraiment un commentaire personnel que je fais moi. Au début de la taxonomie, on présente en fait les 6 objectifs environnementaux à peu près égaux, mais en fait, fondamentalement, il y a quand même d'abord des critères sur le climat, qui sont soit l'atténuation au changement climatique, et soit l'adaptation, dans lequel on va demander de démontrer une contribution significative. Et puis ensuite, de ne pas détériorer la situation ou de ne pas affecter la situation sur les 4 autres, c'est-à-dire l'eau, l'économie circulaire, la pollution et puis les écosystèmes. Mais voilà, il faut quand même il y a quand même un gros focus sur le climat dans cette taxonomie et ne pas penser dans le climat qu'il n'y a que des sujets d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi le sujet d'adaptation qui monte. Et pour rappel, évidemment, plus on est loin de la cible des plus de degrés à la fin du siècle, plus il va falloir s'adapter.
Et plus on est bon dans la transition énergétique et on arrive à baisser les émissions, plus le sujet sera et moins on aura besoin d'adaptation, plus le sujet sera sur l'atténuation. Et aujourd'hui, le plus probable, c'est qu'on aura beaucoup de sujets d'adaptation, malheureusement. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Maya, donc ensuite, vous avez ce fameux do not significantly harm, avec donc les 6 sujets. Si on regarde ensuite d'un point de vue un tout petit peu plus détaillé, quels sont les types d'activités qu'on a dans ces 2 catégories, atténuation et adaptation. Donc l'atténuation, c'est vraiment la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec 3 grands types d'activités. Des activités qui sont d'ores et déjà qualifiées, parce qu'elles sont déjà compatibles avec un objectif net zéro, typiquement les énergies renouvelables. Et donc, là, on va surtout ensuite regarder si l'implémentation de ces énergies renouvelables n'affecte pas l'environnement sur d'autres critères. Alors, on peut penser évidemment au photovoltaïque, mais si je prends un sujet un peu d'actualité en France, l'éolien en mer, il y a forcément des impacts sur ce qui se passe en mer. Et donc il faut évidemment qu'on ne tire pas la couverture pour déshabiller Paul, pour habiller Jacques en termes de pollution. Ensuite, vous avez donc les activités qui contribuent à la transition vers une émission. Donc là, ce sont des activités qui ne sont pas nécessairement déjà complètement alignées, mais dont on va vérifier quand même qu'elles sont sur la voie de la décarbonatation. C'est typiquement, par exemple, le secteur du ciment dans lequel on va demander d'avoir des performances. Donc, suivant les cas, si je reprends le cas du ciment, vous avez des critères sur l'atténuation qui vont varier. Soit vous voulez déclarer l'alignement à la taxonomie via un axe d'atténuation, et à ce moment-là, vous allez avoir des critères d'émission de votre unité de grammes de CO2 par tonne de ciment qui renvoient en fait aux meilleures technologies de l'Europe, et donc UETS, et donc il faut vraiment que vous soyez meilleur parmi les meilleurs. Ou soit vous prenez des critères d'adaptation, et je vais revenir après dessus, et à ce moment-là, les critères sur l'atténuation, ils sont dégradés, ils sont un peu moins violents, et on va vous demander d'être pas trop mauvais, mais moins, avec un focus moins important, puisque c'est pas là où vous devez démontrer un apport significatif. Et enfin, vous avez les activités qui permettent de réaliser des objectifs, c'est-à-dire que, par exemple, une usine qui fabrique des éoliennes, elle va être déclarée alignée, pour peu qu'elle n'affecte pas les autres critères environnementaux et qu'elle respecte le droit du travail, et etc., etc. Enfin, une usine qui fabrique des panneaux solaires, une usine qui fabrique des éléments qui permettent d'améliorer de façon significative l'efficacité énergétique, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Et puis, sur l'adaptation, on a la même chose. Donc, on a 2 types d'activités. Soit c'est une activité qui, elle-même, vous allez l'adapter. C'est quoi le changement climatique, l'adaptation au changement climatique? Ça veut dire que, par exemple, si on reprend l'usine de ciment, on découvre que l'usine de ciment, elle est implantée dans une zone qui, historiquement, n'était pas inondable, et par le changement climatique, là, elle devient. Donc, cette usine, on va l'adapter à ces nouvelles conditions, et à ce moment-là, il y a, par exemple, je vais dire n'importe quoi, on la met sur pilotis, et typiquement, elle devient éligible parce qu'elle est adaptée à l'évolution du climat là où elle est localisée. Et l'autre activité qui peut être labellisée, comme pour les panneaux solaires du côté de l'atténuation, la fabrication des pilotis qui permettent de l'adaptation au changement climatique est elle-même éligible. Ça veut dire que l'activité de fabrication des pilotis pourrait être éligible au titre de l'adaptation. Donc voilà, donc ne pas oublier, parce que tout le monde en général a toujours un gros focus sur l'atténuation et un peu moins sur l'adaptation. Et malheureusement, plus ça va aller, plus en fait l'adaptation va, à mon avis, prendre le pas. Moi, je viens d'un monde des banques publiques de développement. On voit l'adaptation qui est de plus en plus concernée. Je me permets, tant que j'y pense, de rajouter aussi un dernier petit commentaire qui vient des discussions qu'on a eues entre nous. Des taxonomies aujourd'hui dans le monde, il y en a de plus en plus. Moi, la dernière fois que j'ai regardé le sujet, il y en a au moins une trentaine qui sont à des stades plus ou moins avancés de mise en place, etc. Et donc, c'est très clairement une bataille de standards qui s'engage à l'échelle internationale. Donc, il y a le standard évidemment européen. Et moi, je l'ai vu, son influence à travers les discussions entre grands bailleurs de fonds, puisque les grands bailleurs de fonds se sont inspirés de la taxonomie européenne pour établir leur propre
taxonomie, mais les Chinois, les Américains, etc., etc. Tout le monde, évidemment, est en train de mettre en place une taxonomie parce qu'on comprend bien l'intérêt vital, voire stratégique pour certaines activités. Et donc, tous sur… alors, il y a évidemment des technologies qui vont passer partout, le solaire, etc. Puis après, il y a des technologies qui vont vraiment dépendre du contexte local. Je vous parie un petit billet que dans un certain nombre de zones ou de certain nombre de pays, on va voir même du charbon dit propre, c'est-à-dire des usines particulièrement efficaces, mais utilisant quand même du charbon, qui vont être labellisés climat compatible. Je mets un petit billet là-dessus sans difficulté. Alors, même si ça choque en Europe, ça ne choquera pas partout. Et donc, en cours, donc, il y a eu 3 grands débats qui ne sont pas en fait complètement clos, tous les 3. Le débat sur le gaz naturel et le nucléaire, avec derrière des enjeux politiques et des pays qui poussaient derrière. Donc, l'enjeu sur le gaz naturel, donc la question qui est posée derrière, c'est dans quelle mesure le gaz naturel est nécessaire dans la transition énergétique. Du monde d'où je viens, pendant longtemps, le gaz naturel a été vendu comme une option comme une option de transition vers les énergies renouvelables. Et puis, je pense que c'est quelque chose en fait qui vient d'un temps où les énergies renouvelables étaient très très chères et donc pas considérées comme des vraies options crédibles. Et ça date des années 90. Et je pense que 20 à 30 ans après, les choses ont complètement changé. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont évidemment à des coûts exceptionnellement bas. Et donc, dans une certaine mesure, le gaz naturel s'est fait sortir par les énergies renouvelables et par le gain en compétitivité des énergies renouvelables de cette catégorie de transition. Mais c'est un point de vue vraiment tout personnel. Et donc, il y a un certain nombre de pays, en particulier des pays de l'Est, l'Allemagne et quelques autres, qui ont poussé le gaz naturel en tant qu'énergie de transition, dans le cas et uniquement dans le cas, elle pourrait être intégrée donc dans la taxonomie, dans le cas et uniquement dans le cas si elle se substitue à des unités charbon. Ma pratique me fait dire qu'il est toujours un peu délicat et contestable d'arriver à démontrer que vous allez vraiment changer une unité charbon. Encore une fois, dans le contexte actuel, dans le secteur de l'électricité, vous voyez les 3/4 des investissements dans les nouvelles unités de production d'électricité, c'est des énergies renouvelables. Aujourd'hui, de façon naturelle, quasiment, le charbon se fait mettre hors de marché. Et donc, moi, je suis plutôt sceptique sur la réalité du fait de vraiment démontrer cette substitution. Mais en tout cas, il y a eu une vraie action autour de ça. Le deuxième sujet qui a été beaucoup discuté, c'est le nucléaire. Évidemment, en France, on en a entendu beaucoup parler. Il y a un énorme enjeu pour le nucléaire en France, puisque derrière, c'est des questions de comment on va financer le nucléaire. Donc, on connaît les questions de dérive, mais au-delà même du dérive, il se trouve que le nucléaire ne peut pas se financer hors du public. Je vous renvoie aux difficultés du projet nucléaire en Angleterre, avec même la démission du directeur financier à l'époque. Et donc, le problème pour le nucléaire, c'est pas tant les questions de CO2, mais c'est vraiment les questions de autres impacts environnementaux. Donc, la Commission a demandé un rapport au JRC. Le JRC, c'est le centre commun de la Commission européenne, le centre de recherche, qui a remis un rapport, à mon sens, qui est plutôt favorable, qui dit effectivement que le nucléaire remplit bien les conditions significativement hard, c'est-à-dire n'impacte pas les autres objectifs de l'Europe, mais évidemment sous la pression des opposants des pays les plus opposés au nucléaire, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche par exemple. Une contre-expertise a été demandée, donc il y a 2 rapports qui sont en cours pour contre-expertiser le rapport du GRC. Donc l'histoire n'est pas encore complètement terminée, et globalement le gaz et le nucléaire sont renvoyés dos à dos et probablement, peut-être, serait partie d'une nouvelle catégorie qui serait une catégorie de transition et donc qui serait amenée à disparaître. Dans quelle mesure ça va changer complètement les choses pour le gaz naturel et le nucléaire, on verra bien, mais je ne suis pas complètement sûr que c'est un énorme impact, puisque si on prend le cas du nucléaire, par exemple, les temps de développement sont tellement longs que si jamais on met le nucléaire dans une catégorie de transition, de facto, ça sort déjà le nucléaire en fait du jeu, je pense. Et puis enfin, il y a le dernier sujet qui a été aussi très, très commenté, c'est la biomasse énergie. Donc, il ne faut pas oublier que la biomasse énergie, c'est la première source d'énergie renouvelable en Europe.
Et c'est très utilisé en France en particulier, mais aussi dans les pays du Nord. Et donc, il y a eu beaucoup de débats. Donc, d'abord, il y a énormément de contestations sur la vertu climatique de la biomasse énergie par les scientifiques. Et donc, il y a eu une série de courriers qui ont été envoyés par des scientifiques de très haut niveau depuis déjà 2-3 ans. Donc, la première missive, elle a été envoyée en 2018. Il y a 800 scientifiques qui ont écrit au Parlement européen. En 2019, il y a 200 scientifiques qui ont écrit un courrier similaire au Parlement américain. Et enfin, une dernière lettre qui a été envoyée aux dirigeants américains et en 2020, donc aux dirigeants américains et aux dirigeants européens, c'est-à-dire Ursula von der Leyen, etc., sur le fait que la biomasse n'est finalement pas si vertueuse du point de vue climat ou pas. Je m'explique, c'est que quand vous brûlez de la biomasse, physiquement, vous émettez du CO2 et donc, quelque part, vous émettez une dette. Et la dette, elle est éventuellement ou pas remboursée par le fait que les arbres, quelque part ailleurs, ils poussent. Et donc, dans les années 90, il y a une sorte de compromis qui a été acté au niveau onusien sur le fait que la biomasse énergie, on considérait que c'était zéro, et on disait que les arbres, on comprenait bien que dans la combustion, il y a du CO2 émis, mais que les arbres repousseraient dans un temps qui conviendrait avec les échéances, c'est-à-dire la fin du siècle 2100. Aujourd'hui, on est 20 ans, 30 ans plus tard, avec des échéances qui sont beaucoup plus courtes et avec des échelles de temps où on n'est pas sûr que l'arbre aura le temps de repousser et donc de finalement rembourser sa dette. Effectivement, quand vous prenez des temps de développement d'une forêt, une forêt, c'est tout de suite, il faut réfléchir en siècles. Et alors que de plus en plus de personnes nous parlent effectivement de plus de degrés ou de plus 1,5 degré à la fin du siècle, mais d'objectif net zéro en 2050. Ce qui veut dire que si votre arbre, dans les 30 ans qui viennent, il n'a pas le temps de pousser par rapport à le fait que vous l'avez brûlé quasiment instantanément, et bien, quelque part, en fait, vous restez émetteur et non plus neutre en carbone. Et donc, du coup, la décision qui a été prise à date, c'est d'inclure la biomasse énergie dans la taxonomie, mais de renvoyer sur les critères d'éligibilité à la révision de la directive sur les énergies renouvelables. Donc, il y a une nouvelle version de la directive des énergies renouvelables qui va arriver, qui s'appelle RED 3. Normalement, elle est attendue le 14 juillet avec des nouveaux critères, probablement un peu plus durs, pour l'éligibilité de la biomasse énergie. Donc, sur ces 3 gros débats, ce qu'il faut retenir, c'est le gaz naturel et le nucléaire sont envoyés dos à dos avec des discussions qui, sur le papier, devraient être conclues à la fin de l'année et probablement vers la création d'une catégorie d'énergie de transition. La biomasse énergie est, elle, bien incluse dans la taxonomie, mais renvoie à des critères d'éligibilité qui sont en cours de finalisation avec la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables. Super, merci beaucoup Stéphane. C'est parfait, on a eu plein d'informations, c'est très complet et je pense qu'il était effectivement assez pertinent de réaborder aussi ces grands sujets qui sont encore à débat aujourd'hui parce qu'on essaie tous, nous les Français les premiers bien entendu, de tirer un peu la couette vers nous entre ces sujets gaz, nucléaire et on sera qui plus est amené à découvrir des pratiques différentes à travers le monde. Donc merci beaucoup pour ce point. Je vous propose maintenant qu'on passe à l'étape des questions. En général, j'ai l'habitude à ce moment-là de vous annoncer le programme de notre prochain webinaire, comme on en fait un par mois, mais nous sommes au mois de juin et je pense qu'il y aura une pause bien méritée pendant l'été. Donc, pour le moment, pas de thème à vous annoncer. En tout cas, on se retrouvera en septembre. On vous écrira par mail à partir du 15 août et on fera la communication sur LinkedIn pour le prochain webinaire qui, du coup, se tiendra en septembre. Et on va maintenant passer aux questions parce que j'en avais déjà beaucoup sur le coude qu'on avait reçu. On en a des très intéressantes aussi dans le chat. Donc, merci à tous les participants. Pour ceux qui n'ont pas encore posé vos questions, allez-y, vous pouvez. Et puis, on va attaquer dès à présent. Peut-être d'abord avec quelques questions qu'on avait reçues au préalable et qu'on n'a pas encore traitées durant la présentation. La première, c'était peut-on avoir des chiffres sur les taux d'éligibilité? Ça représente quoi aujourd'hui? On est sur un indice, par exemple, à combien on en est? Dites-nous tout. Est-ce que quelqu'un a des chiffres à nous donner? Au choix, je crois que c'est Maya ou Marie qui doit avoir des choses sous le coude à ce sujet. Alors Maya, je crois qu'on ne t'entend pas, je te vois bouger les... J'allais dire, je crois que Marie a les sources officielles. Moi, je Je donne les sources officielles et puis Maya, tu complètes si tu as d'autres sources de ton côté.
Les chiffres qu'on a à ce jour, donc c'est des chiffres de novembre 2020 et qui ont été publiés par l'ESMA. Donc l'ESMA a fait une analyse des entreprises qui sont soumises à NFRD. Et en fait, ce qu'elles ont affiché, enfin ce qu'elles ont remonté, c'est qu'à ce jour, au sein de l'Union européenne, il y a seulement 2%, un peu plus de 2% du chiffre d'affaires des entreprises soumises à NFRD qui est aligné avec la taxonomie. Donc c'est très peu, et donc je crois que entre chiffre d'affaires, dépenses d'investissement et dépenses courantes, le range, c'est entre 2 et 3%, pas plus. Donc voilà, après c'est cohérent avec le fait qu'on vit dans une économie carbonée. Peut-être Maya, est-ce que tu as des chiffres sur les activités plus larges ou l'éligibilité? Ouais, nous, on a des chiffres d'éligibilité. C'est un peu plus positif, mais bon, on sait très bien que qu'il y en a beaucoup qui vont pas passer les tests. Mais en gros, a priori, à ce que j'ai regardé récemment, c'est S&P 500, on est à 39% d'éligibilité. Le CAC, on est aussi à 39%. Le CAC 40. Et le MSCI World, on est à 40%. Donc, et du coup, nous, notre méthodologie, c'est qu'on regarde la segmentation des revenus des entreprises qui font partie de ces index, et puis on regarde lesquels sont mappés par la taxo versus lesquels ne sont pas, suivant leur segmentation, quoi. Et en fonction de ça, du coup, on regarde les pourcentages d'éligibilité. Mais en effet, Marie, je pense que, enfin, encore une fois, je pense que ça va être très surprenant au début, les chiffres. Donc, Merci beaucoup à toutes les deux. Et effectivement, on ne pourra aussi que rappeler que les chiffres d'éligibilité vont beaucoup varier en fonction du reporting des entreprises. Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les billes, je pense, côté finance pour pouvoir voilà, donner des chiffres qui soient vrais, preuve en est. On arrive à passer en gros de 2 à 40%. Donc voilà, les chiffres sont quand même… La fourchette est assez large. Aujourd'hui, peut-être quelques mots, je ne sais pas, peut-être Maya, si tu veux nous dire un mot sur les entreprises justement qui ont déjà commencer en tout cas à publier des taxonomies. Certains d'entre vous, on en a parlé un petit peu pendant la préparation, on a lu certains de leurs rapports. Donc, qu'en pensez-vous? Quel regard vous portez sur ces premières publications à l'instant T? Il n'y en a pas encore beaucoup, mais elles ont le mérite d'exister. Donc, les premiers sont précurseurs. On a forcément lu leurs travaux. Donc, qu'en pensez-vous? Oui, si tu veux, je peux commenter sur les premières publications. Donc, il y a 2 ans, Acciona a fait son premier reporting, c'était les premiers à le faire, mais il fallait savoir aussi que leur Chief Sustainability Officer, il faisait partie du TEG, donc forcément, enfin, c'est pas que ça aide, mais c'est bien qu'il le fasse, quoi. Et en plus, c'est quand même une entreprise de renouvelables, donc ils avaient tout intérêt à le faire, c'était un peu plus facile pour eux, quoi. On rigolera un petit peu plus quand Total ou Shell s'y mettra, mais du coup, bon, bah voilà, il y avait Acciona. Reporting très intéressant, avec aussi beaucoup de méthodologie et tout, et ça, c'est très agréable. Et puis, plus récemment, on peut être quand même très fier parce que la deuxième entreprise à avoir fait un reporting complet, c'était SPI. Et là, ça commence à devenir plus intéressant parce que c'est une entreprise d'ingénierie et du coup, qui est une entreprise de service, vraiment, où il y a un vrai questionnement sur la génération des revenus, CAPEX et OPEX, parce qu'il y a une vraie nécessité de collaboration avec les équipes commerciales. En fait, on se retrouve à devoir expliquer la taxonomie vraiment de A à Z dans toute l'entreprise. Je vois Marie qui sourit, mais je pense parce que toi, tu connais les nécessités d'implémentation, j'imagine. Tu peux peut-être commenter au niveau des acteurs financiers, mais sur les acteurs, en tout cas, enfin les entreprises. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec SPI et c'était hyper intéressant d'entendre leur histoire où en fait, ils créent il y a beaucoup de travail de vulgarisation en interne. Et du coup, il y a aussi beaucoup de nouvelles questions que posent les commerciaux quand ils signent un deal, quoi, un nouveau contrat. C'est-à-dire qu'on ne pose plus que des questions de solvabilité, ce genre de choses. On pose aussi des questions de bon, bah, ok, le projet final, ce sera quoi, d'énergie, enfin, d'efficacité énergétique et tout ça. Donc ça, c'était très, très intéressant. Donc, ils ont publié leur premier rapport il y a, pas cette année, du coup, l'année précédente. Et ils étaient à 35% d'alignement. Et ils étaient très fiers, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont fait ces reportings, qui ont vu les résultats et qui ne les ont pas rendus publics.
ça aussi, je peux le dire. Et SPI l'a rendu public. Et en fait, ils ont eu un très bon retour des investisseurs parce que ça a amené beaucoup plus de transparence et on sait que la taxonomie est dure. Donc, on sait que dire 35%, c'est déjà beaucoup pour une entreprise de service, surtout qu'ils génèrent aussi une partie de leurs revenus à partir du oil and gas. Et du coup, et là, ils ont recommencé cette année. Le pourcentage a augmenté, mais aussi parce qu'ils sont bien plus capables de poser les bonnes questions. Et en effet, comme tu disais, Sarah, de récupérer la bonne donnée pour faire leur reporting. Et après, on a vu d'autres entreprises qui ont un peu joué sur les mots, quoi. Je citerai pas de nom parce que c'est pas un style, mais des entreprises qui s'amusent à parler de green share, de pourcentage vert quand on parle d'éligibilité et pas d'alignement. Et ça, c'est un problème, mais c'est un problème dont la commission est très bien au courant. Et il y a des grosses discussions en ce moment, donc je pense qu'on verra. Mais peut-être que Marie peut aussi commenter sur la partie... Enfin, toi, tu connais les acteurs financiers, donc peut-être que ça peut être intéressant aussi de voir comment ils essayent de s'en sortir avec ça. Alors, sur la partie acteurs financiers, il y a des grosses discussions. Je vois une autre question sur la donnée et comment garantir en fait que quand un acteur financier récupère la donnée liée à la taxonomie de son sous-jacent, comment vérifier que cette donnée et les critères utilisés sont vraiment alignés. Donc, il y a un point déjà de collecte de la donnée, mais qui est lié à toute la réglementation ESG. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, pour tout ce qui est méthodologie d'agrégation et de transparence pour les acteurs financiers, là, il y a beaucoup d'attentes en fait concernant les actes délégués et notamment les actes délégués SFDR qui vont venir compléter et adapter tout ce qui est donc taxonomie aux acteurs financiers. Merci beaucoup, Marie. J'en profite pour te garder une petite seconde pour une autre question. J'ai Pauline Maillard, donc Pauline, bonjour, qui nous demande où est-ce qu'on trouve le mapping des activités éligibles ou pas, autrement que dans un document de 150 pages qui les liste. Est-ce que l'un d'entre vous a un bon plan pour avoir un peu de pédagogie sur ces sujets ou de la documentation? Peut-être que Marie, tu en as sous le coude. Si oui, je pense que Pauline sera intéressée pour éviter les 150 pages qui font mal et qui piquent un peu les yeux. Moi, j'ai rien en tête là-dessus. Il y a juste une annexe peut-être où on voit les 67 activités, mais c'est dans un des rapports du TEC. Peut-être que Maya, tu as l'info ou une liste. Oui, il y a la plateforme qui a... Alors, c'est la semaine dernière, ils ont publié un outil Excel qui a tout un mapping et qui a en fait, où on voit, c'était quand ils ont fait les Delegated Act, enfin les drafts, il y avait déjà un truc comme ça, les gens ont redemandé. Du coup, il y a une sorte de mapping. Je vais mettre le lien, je vais le chercher pendant que les autres répondent aux questions et je le mettrai dans le chat. Mais il y a un mapping où, en fait, si vous regardez votre secteur, vous voyez aussi, je crois qu'il y a un lien avec les classifications de BICS et les classifications Reuters pour voir vraiment, même si vous êtes un gestionnaire d'actifs. Et après, ils disent exactement quels sont les tests de technical screening pour contribution substantielle et do no significant harm. Donc, voilà, Patrick l'a dit, il existe un fichier Excel, je vais le trouver et vous le donner très rapidement. Merci beaucoup, Maya. Super, merci beaucoup. Allez, en attendant, je passe la main à Stéphane pour une question transport routier de passagers. On a Khaled qui nous dit j'ai lu que pour être éligible à la taxonomie, l'activité de transport routier de passagers doit avoir des émissions directes tail pipe, donc sortie du pot d'échappement, de CO2 nul. Où puis-je trouver les critères concernant le transport routier de marchandises? Stéphane, as-tu une piste pour Khaled? C'est facile, il faut aller dans le texte de la taxonomie, dans la catégorie, et il faut tracer. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Hein. Mais en fait, quand on a une demande très, très spécifique comme ça, c'est assez facile en fait. Hein. Une fois que vous avez la taxonomie, vous allez dans le transport. Après, dans le transport, il y a un peu de catégories, mais ce n'est pas la peine de se taper les 150 pages. Hein. Ça va assez vite en fait. Hein. Donc, ça là-dessus, voilà. Et après, gardez en tête qu'il y a, par exemple, dans les transports, il y a deux choses que vous avez. Il y a le transport en tant que tel qui va être, lui, directement qualifié, les véhicules électriques, donc 0. Et après, il y a les véhicules qui sont on the way to be,
Donc, typiquement, dans les exemples, là, dans la slide que j'ai présentée tout à l'heure, vous voyez que sur le transport, il y a deux niveaux. Il y a celui qui est automatiquement qualifié, en tout cas sur le critère atténuation, et puis celui qui est à 50 grammes de CO2 par kilowattheure, il est aussi potentiellement qualifié, sachant que ce critère, lui, il va amener de plus en plus à aller jusqu'à zéro. J'espère que j'étais clair. Donc, en fait, pour répondre à la question, ben, il faut lire la tag et aller récupérer le texte et trouver le critère adéquat. Bon courage, mais c'est pas très dur, hein. Franchement, ça va aller. Merci beaucoup Stéphane. On continue du coup avec une question, je pense, à laquelle on a partiellement répondu. Elle est arrivée un petit peu avant, à la moitié, disons, de la présentation. C'est de la part de Guillaume. D'ailleurs, bonjour Guillaume, c'est Guillaume Andreux qui a déjà contribué à nos webinaires et qui est aussi un membre de l'AFR. Donc, hello Guillaume. Et Guillaume nous dit, la taxonomie est-elle encore susceptible d'évoluer au niveau des 67 secteurs d'activité? Et au sujet justement du nucléaire, est-ce que c'est définitif? Donc sur cette partie-là, je pense que Stéphane, tu as déjà répondu à la moitié de la question. Tu peux peut-être prendre l'autre moitié. Ouais, alors en fait, d'abord sur le nucléaire, évidemment que le sujet n'est pas clos. Les Français sont évidemment arc-boutés et donc on les a vus même faire du lobby de très haut niveau puisqu'ils ont réussi à créer une coalition pro-nucléaire en Europe qui milite et qui pousse. Donc le sujet est loin d'être clos et donc il est possible que le nucléaire intègre la taxonomie à la fin de l'année. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'une catégorie de tension, mais je veux dire, la probabilité est loin d'être nulle sur le fait que la France arrive à ses fins. Et donc, on va lire les deux rapports qui vont sortir et on verra bien à la fin ce qui va se passer. Et donc, plus globalement, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, cette taxonomie, c'est un objet mouvant. C'est loin d'être un objet figé et glacé, fossilisé. C'est quelque chose qui va bouger, non seulement sur les catégories, il y a des catégories qui vont sortir, d'autres qui vont rentrer, et ensuite sur les critères. Bien sûr que les critères vont ne faire que se durcir au fil du temps. Et donc, et c'est déjà inscrit dans un certain nombre de catégories. Vous voyez déjà, pour l'instant, il y a déjà, je pense par exemple en ce moment, j'ai regardé ce matin l'aluminium. Ne me demandez pas pourquoi j'ai regardé l'aluminium, hein, c'est pas une passion que j'ai, hein, mais voilà. Ni pour la taxonomie, ni pour l'aluminium dans la taxonomie, bref. Et il y a 3 critères d'éligibilité sur la production d'aluminium. Aujourd'hui, il est demandé que ce soit un sur les 3 critères qui soit en fait. Et en 2025, il faudra les 3, par exemple. Et ensuite, ça va donc, il va falloir suivre d'assez près toute la taxonomie et au fil du temps et voir comment les choses évoluent. Mais ce n'est qu'un point de départ. Merci beaucoup, Stéphane. Super, merci beaucoup. Peut-être donc une autre question. Allez, on va changer un petit peu. Donc Marie ou Maya au choix, peut-être Marie, sinon je te laisse passer la main à Maya. On a Fatima qui nous demande si j'ai un OPCVM qui est investi sur des émetteurs US émergents, donc hors du périmètre NFRD. Pour faire simple, je fais comment? Parce qu'effectivement, du coup, comment je me conforme à la taxonomie avec des acteurs qui n'ont pas forcément publié finalement? Alors, ça va dépendre. C'est-à-dire, comme vous l'expliquez Maya, il y a une interaction à avoir entre les différentes réglementations. Dans ce cas-là, une société de gestion qui est européenne et qui commercialise des produits au sein de l'Union européenne doit se conformer à SFDR. Au titre de SFDR, la société de gestion doit classifier ses produits entre les produits non ESG et les produits ESG, article 8, article 9. Si, en l'occurrence, le produit en question est classifié comme ESG et remplit les critères techniques de SFDR pour répondre à cette classification, alors il va devoir, sur les informations, les documents associés à ce produit, il devra y avoir la proportion d'investissement alignée à la taxonomie. Donc, il y aura une obligation de publication et dans ce cas-là, il n'y aura peut-être pas la donnée, mais en tout cas, il y a quand même cette obligation de transparence et d'affichage si le produit est considéré comme ESG. Si le produit n'est pas ESG, dans ce cas-là, il faudra quand même indiquer que le produit ne prend pas en compte les critères de la taxonomie. Donc, voilà, indiquer qu'il n'y a pas d'investissement aligné avec la taxonomie. Maya, je te laisse compléter. Bon, bah ouais.
Voilà. Ouais, en gros, oui. En gros, c'est genre si vous avez un fonds ESG qui est vendu en Europe, donc même si vous n'êtes pas un gestionnaire d'actifs européen et que vous vendez en Europe, et ben en fait, oui. Et c'est le gros problème. Hein, personnellement, je pense pas que ce soit un problème. Je trouve ça très bien. Mais en effet, c'est un des gros challenges de la taxonomie. Hein. On en discutait avec Marie. Hier, dans l'acte délégué, le dernier qui est sorti là en avril, il y avait une discussion pour en gros changer le numérateur de la taxonomie, où en fait on prendrait que les investissements qui sont éligibles à la taxonomie sur la valeur actuelle totale du fonds. Ouais, je te laisse, l'AUM. Non, quoi. vas-y. Je sais pas ce que voilà. Et du coup, donc sur le total AUM, mais bon, ça passera jamais. Enfin, je veux dire, aucun asset manager n'a envie de ça. À la rigueur, il voudrait que le dénominateur change pour qu'on ait en effet que les investissements éligibles à la taxonomie de compter dans le total AUM. Mais on pourrait presque parler de greenwashing dans ce cas-là. Donc non, pour le moment, a priori, même si vous avez des investissements au niveau international, ça se passe. D'où l'intérêt, et je pense qu'on va en parler un peu plus tard, des taxonomies internationales, un peu plus tard, je me rends compte de l'heure, mais des taxonomies internationales et de la cohérence entre toutes ces taxonomies, et ça permet aussi aux gestionnaires d'actifs européens d'avoir des politiques d'engagement avec les entreprises et de demander ces reportings. Donc ça, c'est hyper important, quoi. Voilà. Tout à fait. Et je pense que, en tout cas pour les débuts, on aura certainement des pratiques qui vont se développer aussi de transparence où on dira, sur cette partie-là de mon portefeuille, je peux pas vous répondre pour le moment. Et il y a une vraie nécessité en fait de partir de la transparence et ensuite de faire de son mieux parce qu'on sait bien finalement que les challenges sont énormes et qu'on sera certainement pas parfait pour l'année prochaine. Mais l'important c'est d'y mettre de la bonne volonté. Voilà tout. Peut-être pour rester donc sur nos enjeux un petit peu plus tournés vers le reporting, j'ai Déborah qui me demande, en tant qu'assureur, comment vont se matérialiser les données de la taxonomie dans les rapports périodiques pour les clients? Est-ce que vous avez des choses à dire justement sur ces questions de reporting? Je pense qu'on glisse doucement vers les sujets disclosure, mais effectivement, il y aura de la taxo dans disclosure. Donc, je ne sais pas si Marie ou Maya ou Stéphane, vous voulez en parler. Alors, comment ça va se matérialiser? C'est des camemberts, des camemberts avec des proportions d'investissement alignées à la taxonomie ou pas. Ça, c'était un des mock-ups, des templates proposés par la Commission européenne dans les actes délégués. Voilà. Après, la question, comme le disait Maya, ça va être de savoir comment ce ratio et comment la proportion d'investissement vert est calculée et qu'est-ce qu'on prend comme chiffre. Après, moi, j'ai pas plus d'informations sur d'autres possibilités de matérialisation de ces pourcentages-là. Super, merci beaucoup Marie. Effectivement, je m'aligne avec toi sur le sujet. Je pense qu'il faut finalement se reporter sur la partie disclosure, sur la façon dont les templates de reporting ont été proposés dans les RTS qui sont sortis en février de mémoire. Et effectivement, on retrouve les enjeux d'alignement à l'intérieur. Ça va, je suppose, être amené à évoluer, mais ça donne une première piste de la façon dont ça peut être matérialisé. On va essayer de faire vite parce que je vois que le temps file, mais on va essayer de répondre à presque toutes les questions. Alors, Omar nous demande, par exemple, bonjour Omar, vous nous demandez comment s'assurer que l'exercice du calcul de l'alignement avec la taxonomie a été fait de manière adéquate, homogène, entre, par exemple, deux entreprises qui auraient des activités similaires. En clair, quelles sont les méthodes finalement? Est-ce que les méthodes sont comparables? Potentiellement, est-ce qu'il y a des tiers indépendants qui contrôlent? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Comme vous voulez, moi je peux donner mon avis. Je t'en prie, Maya. Donc, pour le moment, dans le texte de loi, pour la taxonomie, les reporting n'ont pas besoin d'être audités. Donc ça éclaircit la question. Toutefois, tous les reportings que j'ai vus jusqu'à présent étaient audités, de manière partielle du moins, parce que personne ne s'est audité, donc c'est partiel. Je tiens aussi à mettre en lumière l'annonce de Price la semaine dernière, je ne sais pas si c'est passé inaperçu ou pas, mais ont annoncé qu'ils recrutaient 100 000 auditeurs pour faire les audits ESG. Donc, je pense que ça en dit long, je vois la tête de Marie. Voilà, donc ça en dit long. Parce qu'il y a quand même... nous, on parle de la taxonomie européenne, mais bon, faut parler de tout, quoi.
les rapports TCFD, tout ça. Bon, il y a de l'argent à se faire. Et du coup, enfin, et puis bon, je suis quand même, oui, enfin, conflit d'intérêts aussi, mais bon, du coup, donc voilà. Et sur CSRD, donc NFRD, l'ancienne régulation sur les reporting extra-financiers, jusqu'à présent, ça n'avait pas à être audité. Mais a priori, la grande annonce là, de l'Union européenne, c'était de dire, voilà, pour les rapports CSRD qui devront suivre un certain format, devront être reportés, devront être audités par un commissaire aux comptes. Mais encore une fois, ce sera qu'un audit partiel parce que la commission se rend compte que pour le moment, on commence juste ce genre de reporting. Donc voilà. Après, peut-être que la plateforme aura aussi je pense qu'ils sont en train de travailler en ce moment justement à voir à quel point il y a de la cohérence dans les reportings. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est les débuts. Non, et puis c'est toujours pareil dans des démarrages comme ça. Je pense qu'à l'époque où on a vu en France émerger les premiers rapports, qui à l'époque étaient des rapports RSE, qui sont de la DPEF aujourd'hui, il y a une maturité à atteindre qui va se faire petit à petit. Et sur les premiers rapports RSE, on n'avait pas d'audit au départ. Et puis, on en a installé de l'audit indépendant au fur et à mesure. Donc, il est très probable, je suppose, que l'on ait les mêmes pratiques dans le temps. Baptiste nous demande, concernant les garanties sociales minimales, est-ce que si l'on considère que l'activité est en Europe, la réglementation sociale est satisfaisante? Comment on peut vérifier ça? Et quid si une société possède également des entités, des usines ailleurs qu'en Europe? Quelles sont les pratiques sur cette façon de mesure des garanties sociales minimum? Je ne sais pas qui veut prendre la question au choix. Bon, vite. Ah, ce ne sera pas Marie, je vois que tu hoches la tête. Au choix, donc Stéphane ou Maya, le premier qui se lance. Comme tu veux, Stéphane, mais. Moi, je vais faire juste un petit commentaire rapide et puis après, je te laisse la main. Moi, mon expérience quand j'étais à l'AFD, c'est qu'effectivement, la grande crainte, c'est que mes collègues avaient la grande crainte de devoir appliquer des standards, et d'ailleurs pas que sociaux, mais même environnementaux, c'est global, y compris même sur le climat. Donc des standards qui soient trop élevés pour être voilà. Et après, évidemment, le contre-argument, c'est de dire c'est bien l'objectif en fait quelque part. donc quelque part, dès que vous êtes basé en Europe et que vous faites des investissements ou vous évaluez des investissements hors Europe, l'idée c'est bien de niveler par le haut plutôt que, et c'est bien l'idée. Alors après, on peut comprendre aussi, certains ils vont dire oui, mais la marche est trop haute, etc. Faut bien commencer quelque part et c'est bien l'objectif aussi. Je te laisse. Je suis d'accord. Et puis, de toute manière, dans le texte de loi, même si vous avez des entreprises à l'international, c'est pareil pour tout le monde. Donc, la question sur la réglementation sociale en Europe, est-ce qu'elle est satisfaisante? Il me semble que oui, même s'il y a des discussions sur Europe centrale, Europe de l'Est, un peu sur, en gros, l'interférence avec les États membres et les régulations des États membres. Mais en gros, c'est des standards de l'Organisation internationale du travail, des standards des Nations Unies. Donc ça, peut-être que Stéphane, toi, tu sais mieux si c'est des standards plus exigeants ou pas. J'ai un peu moins de vue, moi. Mais en gros, c'est des standards pour le moment qui sont présentés, c'est pas des standards européens. Alors que les standards pour Do No Significant Harm et Substantial Contribution, c'est des standards européens, c'est des réglementations européennes qu'il faut suivre. Et quid si la société possède également des entités usines ailleurs qu'en Europe? J'ai cette question tout le temps. Oui, c'est les mêmes standards. Franchement, ça m'a choqué la première fois que j'ai eu des questions comme ça de corporate, parce que j'étais là. En effet, Stéphane, même réaction, genre, c'est du nivellement par le bas, non, quoi. Et l'autre truc, c'est il faut pas oublier la taxonomie sociale. Le premier brouillon va sortir début juillet. Donc, super, il va peut-être y avoir des éléments de réponse aussi là-dedans, quoi.
Merci beaucoup Maya pour ce petit teaser justement sur le S, parce que voilà, il nous aura fallu bien des années pour réussir à tomber presque d'accord sur le E. On va donc s'attaquer au S maintenant. On est parti et on est motivé. Donc la réglementation a encore de beaux jours devant elle. Écoutez, il est déjà 13h10. On aurait dû terminer il y a 10 minutes, mais il y avait pas mal de questions comme toujours. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui nous ont posé des questions, qui ont échangé avec nous. Ça a été un plaisir de pouvoir essayer de vous filer un petit coup de pouce sur ces sujets. Merci aussi beaucoup à Marie, Maya et Stéphane et Hugo. J'étais ravie de préparer ce webinaire avec vous. Et donc, pas de teaser sur ce qu'on fera le mois prochain. Le mois prochain, c'est les vacances et on vous retrouvera en septembre avec grand plaisir pour échanger toujours sur ces sujets data et réglementaires dans un environnement, comme vous avez pu le voir, très mouvant. Donc, je serai en tout cas ravie de vous retrouver. Et du coup, merci à tous les trois. Merci à Hugo. Et je vous souhaite à tous un excellent déjeuner. Bon déjeuner, bonnes vacances à tous. Merci. Merci à tous. On se retrouve en septembre. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.